Lot 8. Il s'agit d'un chimpanzé mâle, encore très jeune et en parfaite condition physique. Regardez attentivement ce spécimen, mesdames et messieurs. C'est l'affaire de la journée. Une vingtaine d'années, parfaite condition physique. Mis en observation, il s'est avéré si familier, obéissant et même intelligent avec les hommes que le conditionnement n'a pas paru nécessaire. Mais on peut l'y soumettre si son acheteur le demande. Donc alors, on arrive à la scène de vente aux enchères que tu as évoquée lorsque tu parlais de l'aspect péplum du film. Alors il y a pas mal de choses à dire à propos de cette scène. Donc bon, alors juste pour redonner un peu le contexte, ce qui se passe, donc mise à prix à $800 et César sera finalement vendu $1 500 au gouverneur. Alors en fait dans cette scène il y a 2 Easter eggs. Un troisième, il y a le côté péplum, mais ça je le considère pas comme un easter egg. Mais donc, on l'a déjà dit, pour limiter les coûts, il y a eu beaucoup de récupération dans la saga Planet of the Apes et particulièrement dans ce film. Et donc sur cette terrasse qui est en hauteur, le gouverneur Break et son conseiller McDonald, ils sont assis sur 2 fauteuils. Est-ce que tu as reconnu les fauteuils? Oula, c'est pas le fauteuil d'Emmanuel, non? Non, c'est non, je sais pas du tout. Eh ben, on parlait de la scène d'intro de Planet of the Apes. Ce sont les mêmes fauteuils qui sont dans le vaisseau spatial, dans Liberty One. Donc en fait, ils sont assis sur le fauteuil sur lequel est assis Charlton Heston dans le début du voilà. Il est assis sur un fauteuil, puis il y en a un qui est vide à côté. Ben c'est les 2 fauteuils là. Je regarderai à nouveau la scène pour... D'accord, excellent. Voilà. Et le deuxième easter egg est encore une fois une référence à Liberty One. Si t'as bien fait gaffe, le commissaire priseur, il termine comme il se doit la vente aux enchères, donc par le traditionnel Going, gone. Donc l'équivalent en français de une fois, 2 fois, adjugé, vendu. Adjugé, vendu, oui. Mais cette phrase, elle est utilisée aussi au tout début de Planète. Lorsque rappelons, dans Planet of the Apes, au tout début, le vaisseau spatial s'abîme dans une mer intérieure, et donc les astronautes quittent en catastrophe le vaisseau et sont sur un petit bateau pneumatique, et le personnage de Landon regarde Liberty One qui s'enfonce inexorablement dans les flots jusqu'à disparaître, et donc il dit la même chose. Going. Gone. Qui en VF qui a été traduit par s'enfonce, c'est fini. Et mais donc si tu mets les 2 bout à bout, c'est rigolo quoi. Ouais, ok, d'accord. Je ne veux pas croire une seule seconde que ce soit innocent quoi. Oui, c'est pas fortuit, d'accord. Enfin, forcément. J'ai rien vu qui l'indique, mais je trouve ça tellement gros, surtout que tu vois, en plus, cette scène-là où il y a les fauteuils de Liberty One qui fassent ce truc-là. Bon, c'est vrai que c'est une vente aux enchères, c'est normal qu'une vente se conclue par ça, quoi. Mais j'ai trouvé ça, moi, ça m'a frappé, quoi. Voilà le graphique le plus récent des infractions commises par les singes testés depuis 15 jours. La courbe monte de 2 degrés par semaine. Ah, allez montrer ça à Monsieur McDonald, il croit que je me fais du cinéma. C'est sur mes informations qu'on a fait ce graphique que vous avez mal interprété. En réalité, le rendement de travail a augmenté dans la même proportion, ce que le gouverneur devrait juger plutôt positif. Bon, laissez-nous, nous verrons ça plus tard. Donc la suite logique, vu que César a été acheté par le gouverneur, c'est qu'il arrive dans ses bureaux. Donc on va comprendre beaucoup de choses en très peu de temps. Donc déjà, le gouverneur reçoit un rapport qui établit que le QI des singes a augmenté de 3,75 points. Donc ça, j'en ai parlé un peu avant. Et donc McDonald précise que la rentabilité au travail des singes a augmenté d'autant. Donc ça souligne l'idée que l'exploitation du singe par l'homme est la principale raison de l'augmentation de l'intelligence simienne, d'une part, mais aussi que le gouverneur s'inquiète du fait que les singes puissent devenir trop intelligents. Donc c'est un peu, c'est ce qu'on disait avant, quoi. Cerno. Oh! Non. Essuie. Eh bien, j'ai l'impression que ce spécimen n'est pas aussi brillant qu'on le pensait. Non, mais on n'a jamais rien fait pour encourager les esclaves à être brillants. Non, ne soyez pas si sentimental, Monsieur McDonald. Nous avons tous été esclaves à un moment donné ou à un autre de l'histoire du monde. Et je trouve que ce passage donne déjà des éléments qui servent le côté origin story de Conquest, et puis bien évidemment oui c'est de l'exposition quoi, ça nous permet d'en savoir un peu plus quoi, de comprendre qu'il y a vraiment des changements qui sont en train de s'opérer.
Alors, pour donner un peu le change quand même, César va faire exprès d'être maladroit. Hein. Il va se tenir exagérément voûté, fait des petits gémissements comme pour évoquer la soumission. Voilà. Il va mettre de l'eau de Celt aussi partout quand il prépare le cocktail, ouais. Exactement, voilà, parce que oui, forcément, il veut pas griller sa couverture, quoi. Et sa couverture, c'est celle qu'il est un singe comme les autres. Donc le gouverneur le laisse choisir son nom, hein, comme tu l'as dit, donc en choisissant un au hasard dans ce qui semble être un dictionnaire des noms propres. Donc n'empêche, César prend un gros risque en choisissant son propre nom. Il a aucune assurance. Là, pour moi, c'est une petite, peut-être une petite faille scénaristique. Je sais pas ce que tu vas en penser. Alors justement, est-ce qu'il n'est pas connu, lui, des services de non, sous le nom de Milo? Non. Ah oui, non, c'est pas possible. Non, t'as raison. Non, donc t'as raison. Non. Mais moi, ce que je me dis, c'est que, non, en plus, il sait pas ce qui est arrivé à Armando, mais il sait quand même qu'Armando avait l'intention de se livrer à la police. Et il sait pas ce qu'Armando leur a dit. Oui, c'est juste. Oui, et je trouve qu'il est quand même chaud, tu vois, à choisir ce nom-là. Ouais. Mais bon. Ouais. Mais ceci, l'échange de regards, il y a déjà un défi. Enfin, il le met déjà au défi parce que tout le long de la scène, après qu'il ait choisi son prénom, juste après, justement, parce que moi j'ai fait attention à ça en le revoyant tout à l'heure. Les deux acteurs se regardent et n'arrêtent pas de se regarder. Et pendant que McDonald a un coup de fil, non, ils n'arrêtent pas c'est intense. Ils se lâchent pas du regard, complètement. C'est très intense, très très intense. Mais ouais, donc juste peut-être pour rappeler, hein, donc originellement, le premier nom, le nom que lui ont donné ses parents, c'est Milo. Et c'est donc Armando. Alors ça, c'est pas expliqué dans le film, mais c'est expliqué dans la novelisation. Ah, c'est Armando qui le baptise César parce que justement, il veut brouiller les pistes. Même si c'est vrai que c'est un peu bête parce que je crois que personne ne sait qu'ils l'ont appelé Milo. Mais bon, Milo, c'était quand même le nom du docteur Milo avec qui ils avaient atterri. Donc le troisième chimpanzé de Escape. Oui. Donc ça peut faire du sens. Bon après voilà, clairement ils l'ont appelé César comme tu l'as dit, hein, c'est pour la référence pour qu'on comprenne bien que c'est lui le chef. Et voilà, mais on en apprend vraiment beaucoup dans ce passage. On apprend également que le gouverneur est veuf. Alors on sait pas comment sa femme est morte, mais on apprend qu'il est veuf. Les humains parlent entre eux du reconditionnement, donc on comprend vraiment que c'est quelque chose d'horrible. On comprend également que McDonald est contre pour des raisons de conviction, de sensibilité selon le gouverneur. C'est le seul personnage qui est à peu près éthique, qui a une éthique parmi les humains qu'on voit. Ouais. Après peut-être qu'on va y revenir un peu. Moi, j'ai réfléchi aussi à ça, mais je pense que on va en reparler un peu après. Mais c'est vrai que comme le gouverneur, en fait, lui, il considère tout ça d'un point de vue bureaucratique. Donc, parce que au final, McDonald, lui, veut pas envoyer trop de singes au reconditionnement, parce que voilà, même si on n'a pas encore vu ce que c'était, on comprend que déjà on a vu ce que c'était le conditionnement, donc le reconditionnement, on se doute bien que c'est là. Ouais, c'est encore plus violent. Ouais. Voilà. Et donc McDonald, lui, il veut pas parce qu'il veut pas qu'on fasse souffrir les singes inutilement. Le gouverneur, lui, dit juste bon, ça fait chier envoyer trop de singes au reconditionnement, ça surcharge les services qui sont déjà bien occupés, quoi. Donc, mais ce qui nous permet aussi de comprendre que le nombre de singes désobéissants doit être plutôt nombreux pour que les services de reconditionnement soient surchargés. Et ça va encore plus dans le sens de la déshumanisation. Justement, c'est que il n'est exactement à l'instar de ce que faisaient les nazis lorsqu'ils massacraient les juifs dans les camps de la mort. Il y avait plus du tout de notion humaine, c'était juste une notion bureaucratique de faire le plus d'unité possible. Moi j'ai trouvé ça assez bien fait, assez saisissant, quoi, ce côté-là aussi, où de toute façon pour le gouverneur c'est juste des unités, quoi, c'est tout. Il y a pas de notion de compassion ou quoi que ce soit. McDonald est le seul qui incarne ça. Bon, après c'est vrai que c'est souvent les dictatures marchent souvent sur un système comme ça, avec des fonctionnaires qui font juste remplir des tableaux avec des chiffres, mais sauf que derrière les chiffres il y a des gens qui sont torturés ou assassinés. C'est-à-dire le stalinisme, c'est la même chose, hein. Oui, absolument. Moi je dis pas ça pour défendre le nazisme, hein, qu'on soit bien d'accord, hein. non mais c'est pour montrer que oui, effectivement il y a pas eu que les nazis, et le XXe siècle a été fort
y a eu beaucoup de dictatures justement qui ont fonctionné sur le même schéma. Ouais, donc ouais, comme tu l'as très bien dit, quoi, de déshumanisation et de chiffres qui sont complètement désincarnés. Mais bon, même aujourd'hui. La mort est mon métier, de Robert Merle. Ça me fait penser à ce bouquin-là. Je sais pas si t'avais lu ça. Non, moi de Robert Merle, j'ai lu Malville. Oui, tu sais, moi, grande passion pour le post-apo. Ouais, pour le post-apo, bien sûr. Donc, j'ai lu Malville et j'ai vu le film avec Michel Serrault, qui est excellent, un des très rares films post-apo français. Oui, c'est vrai, qui est très bien. Ouais, effectivement, t'as raison, tout à fait. Et donc Robert Merle, il y a plein de choses super bien. Et il y a pas que Barjavel qui a fait du post-apo sympa. Mais il y a une grande tradition de la SF française, hein, moi. Oui, c'est vrai. Pierre Boulle, même s'il a écrit qu'un livre de SF, mais non, il y a une très très grande tradition de la SF française, et c'est dommage qu'on ait tendance à l'oublier. Si vous ne trouvez pas ce singe satisfaisant, monsieur le gouverneur, nous pourrons l'envoyer au conditionnement. Ce ne sera pas nécessaire. Je partage votre avis, monsieur McDonald. Mais chez moi, ce n'est pas pour des raisons bêtement sentimentales. Le conditionnement, c'est tout ce que vous trouvez à dire, n'est-ce pas? Mais enfin, monsieur... Puisque vous réalisez que si nous devions chaque fois envoyer au conditionnement tous les singes qui désobéissent pour une raison ou pour une autre, les bâtiments de conditionnement ne pourraient pas en contenir le 10e. Je pense sincèrement que c'est une des choses qui est un effet valable sur eux. Ça les rend pires, à mon avis. Mais il y en a qui ne peuvent pas être pires que ce qu'ils sont. C'est pour ça que j'ai fait établir une liste qui nous sera bien utile. Monsieur le gouverneur, Oui, qu'est-ce que vous voulez? c'est l'heure de votre rendez-vous avec le conseil de défense. Et donc là, c'est là où le gouverneur parle, je sais plus si c'est la première fois, mais en tout cas là, il parle de cette fameuse liste spéciale, la liste d'Achille, qui contient des noms de singes récalcitrants, et on sait pas encore vraiment de quoi il s'agit à ce moment-là. Voyons, nous lui avons pas donné de nom. Non, monsieur Breck. Eh bien, nous allons reprendre une charmante coutume établie de son vivant par ma chère femme, et le laisser se trouver un nom lui-même. César. Un roi. Mais bon, toujours est-il que le gouverneur décide que César ne fera pas un bon serveur et qu'il vaut mieux l'emmener au poste de commande. Une sacrée connerie quand même. C'est effectivement encore pire. Donc ouais, César va effectuer le trajet des bureaux du gouverneur vers le poste de commande, donc en compagnie de, je crois que c'est McDonald qui l'accompagne. Et oui, c'est ça. Ils vont croiser des singes qui ont une attitude étrange vis-à-vis de César, comme s'ils le reconnaissaient et cherchaient son attention. Et bon, ça, là, son magnétisme marche à plein là. Qu'on va voir beaucoup plus encore après, quoi. Donc manifestement, César, on sent qu'il s'inquiète d'eux. On sent, tu vois, voilà, on sent ça. Je sais pas si c'est de la compassion ou quoi, mais on sent aussi une attente de la part de ces singes, attente à laquelle, par son comportement, César semble prêt à répondre. Et même McDonald est même obligé de l'interrompre lorsqu'il touche un chimpanzé qui vient à lui. Et franchement, là, on est presque dans la figure christique. J'ose pas le dire depuis le début. Oui, c'est vrai, mais c'est complètement. Truc qui va être vachement repris dans War for the Planet of the Apes, le troisième volet du. Je vous invite à écouter l'épisode de 24 FPS à ce sujet. Et je vous mettrai le lien dans la note de cet épisode. Mais donc voilà quoi. Ouais, César apparaît vraiment comme la figure du leader charismatique. Et un truc qui m'a fait marrer aussi, qui me fait toujours rigoler, pour se rendre au poste de commande, ils empruntent un tunnel un peu éclairé, et moi ça me fait penser à des passages de Rogue One, qui étaient dans la bande-annonce. Il faudrait que je retrouve la photo, mais il y avait un passage, je sais plus si on le voit dans le film ou si on le voit seulement dans la bande-annonce, mais il y a un passage de Rogue One où il y a un espèce de tunnel qui ressemble à fond à ce tunnel-là, quoi. Ça me fait toujours délirer. Alors Rogue One, je vais te dire très honnêtement, je dois le voir avec mon fils, je l'ai toujours pas vu. Moi j'ai bien aimé, j'ai franchement bien aimé, quoi. Ouais. En plus, épisode qui s'apprécie d'autant plus quand on parle beaucoup de 24 FPS, mais ça s'apprécie d'autant plus quand on a écouté tous les épisodes sur Star Wars de 24 FPS. Ça permet de capter tous les Easter eggs qu'il y a dans ce film, et qui, moi honnêtement, j'ai surkiffé Rogue One, mais je sais pas si je l'aurais apprécié autant. C'est sûr, je l'aurais pas apprécié autant si j'avais pas écouté les épisodes de 24 FPS, parce que et en plus j'étais content après en écoutant l'épisode donc de Jérôme et Julien en me disant yes. Enfin, il y en a plein que j'ai pas spoté, mais il y en a plein que j'avais spoté.
côté et tout, j'étais presque fier de moi, tu vois. Voilà, encore un peu de pub, voilà. Nous, on recommande, oui, on participe à Podcastéo, mais on recommande aussi par nous-mêmes, les gens qu'on aime. Exactement. Les copains. Donc, du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, on parlait de Rogue One. Donc on va retrouver Armando, hein, après, qui, malheureusement, après avoir cru qu'on allait le libérer, va être passé un espèce de détecteur de mensonges, pareil, de l'an 2000. Et donc, bon, pour la faire courte, il va préférer mettre fin à ses jours en jetant à travers une fenêtre, plutôt que de révéler la vérité sur César. Alors, encore une fois, ça peut sembler un peu too much, mais ça en dit long, je trouve, sur la nature de la relation Armando-César. Donc, comme on l'a dit avant, c'est une relation père-fils. Hein. Et au final, voilà, il fait le sacrifice de sa vie pour protéger son fils, quoi, son fils adoptif. Je sais pas si tu l'as vécu comme ça aussi, enfin si tu l'as. Oui, non, tout à fait, oui, c'est vrai. Et moi, ce truc, ça fait aussi penser à un autre truc. Cette défenestration me rappelle aussi la fin de, alors spoiler encore une fois, la fin de l'Exorciste. Parce que c'est comme ça que l'Exorciste, donc on parle de Friedkin, hein, bien évidemment. Ouais. Si je dis pas de conneries, le prêtre exorciste à la fin coince l'entité maléfique comme ça, il la prend en lui et jette par la fenêtre. Oui, c'est ça, oui. Ah ouais, il y a trop longtemps que je l'ai pas vu. C'est Halloween, tiens, je vais le regarder le soir d'Halloween. Et moi, ça me fait toujours penser à ça. Ouais, c'est vrai. Son of a bitch! Take me! Come into me! God damn you! Take me! Take me! Moi, c'est à quoi je pense aussi, c'est un film français, c'est Icomica. Ah, que j'ai pas vu depuis très longtemps non plus, ouais. Ah ouais, qui est vraiment génial, ouais, mais qui est vraiment génial. Avec Yves Montand, c'est ça. Hein. C'est Henri Verneuil. Et il y a des scènes comme ça de bureaux qui jouent beaucoup sur la transparence, avec des grands ensembles comme ça, des grands immeubles très froids où tu vois ce genre de truc. Et donc la fin de Icomicar fait penser à la fin de je vais essayer de pas spoiler Icomicar, mais à la fin de Armando, effectivement. Bon, tu l'as un peu spoilé quand même. Moi, en même temps, le film s'appelle Icomicar, quoi. Alors, je veux bien qu'il y a un mec qui va tomber. C'est plus parce que en fait il s'approche trop près de la réalité, il va donc se brûler les ailes. Trop près de la vérité, pardon, de la vérité. Ouais, un film qui est très inspiré de l'affaire JFK. Oui, l'assassinat de JFK, 22/11/63, effectivement. J'ai toujours été sûr qu'il nous avait menti. Ils nous ont affirmé que sa chute mortelle était un accident. Parce qu'il a essayé de s'échapper, parce qu'on l'obligeait à dire la vérité. Et c'est depuis le poste de commande dont on parle avant que César va apprendre la mort d'Armando en entendant une conversation entre le gouverneur et MacDonald. Et il semblerait à ce moment-là que Lisa ait compris également, parce qu'elle a un geste qui ressemble à de la compassion. Oui, elle vient le voir, effectivement. Ou tout au moins un geste d'apaisement, hein, de réconfort envers César. Et donc là, la séquence qui suit, c'est celle dont on voulait parler, une séquence qui est bouleversante. Bon, on voit César là qui pleure, mais voilà, César, il n'arrive pas à retenir ses larmes, et puis il n'arrive pas non plus à retenir son cri de rage. Ah ouais. Il y a tout dans cette scène. Il y a tout dans cette scène. Effectivement, comme tu dis, il a de la rage, et puis tu vois aussi qu'il a peur, et puis après tu comprends sa détermination, prêt pour la suite. Non, elle est vraiment magnifique cette scène. Ouais. Roddy McDowall, il joue excessivement bien. Par contre, il y a un petit défaut dans le maquillage. Je sais pas si t'as câblé. Non. Mais faut être très attentif. Donc, les acteurs grimés en singe ont des fausses dents. Et en fait, pour cette scène-là, en règle générale, ils peignaient les vraies dents des acteurs en noir pour pas qu'on les distingue. Ok. Et là, ils ont oublié. Ah merde. Si tu regardes bien, alors là, faut vraiment être attentif. Hein. Parce que c'est une scène de nuit, donc ça doit être vraiment être très furtif, ouais. Mais alors, j'ai pas essayé sur le DVD, mais là, ça m'a en Blu-ray. Si tu fais arrêt sur image au bon moment, toi, si t'avances image par image, tu le vois. Ah merde. Moi, ça m'a, mais là, je l'ai vu en rematant le film pour préparer l'épisode. Et j'avais jamais remarqué auparavant. Et pourtant, je l'avais déjà regardé en Blu-ray, tu vois, mais ouais, ça m'a, moi, c'est un truc c'est des trucs très récurrents dans la série télé. Plein de fois, dans la série télé, il y a énormément de fois où on voit les dents des acteurs derrière les fausses dents. Mais là, pour le film, là, c'est con, parce que putain, une scène aussi bien, mais ça peut aussi expliquer, ça se trouve, ils s'en sont aperçus, ils ont dit, fuck it, c'est juste, on le voit un quart de seconde, ouais, c'est tellement bien joué que... ouais, voilà. Ça va passer. Mais bon, mais la HD laisse rien passer, quoi. Oui,
oui, la HD redoutable. Ouais, parce que on évoquait aussi tout à l'heure l'insert sur le président américain lorsqu'il regarde une archive du président américain. C'est vrai que moi ça m'a jamais choqué qu'il y ait un petit mouvement et que tu te dis ah merde, oui, dommage. Et là avec la HD effectivement tu le vois gros comme le nez quoi. Donc comme tu l'as dit, on comprend que la rage succède très rapidement à la tristesse, et donc vont s'en suivre une série d'actes de désobéissance, donc qui vont de la simple dégradation au vol d'objets tranchants et contendants, et donc tout ça sous les yeux de César, qui de toute évidence en est l'instigateur, et on dirait même qu'il communique par télépathie. Oui, complètement. C'est assez impressionnant, quoi. Et là, moi j'ai pensé à deux choses. J'ai pensé à Selma. Aux événements de Selma, tu sais, où les Noirs américains avaient fait donc à l'initiative de Martin Luther King, avaient fait la grève des transports à Selma, tu sais, pour la reconnaissance de leurs droits. Je crois qu'on était en 63, 64 dans ces eaux-là, et attends, 62, 63, je crois, quelque chose comme ça. Et c'est ce qui va. Donc après l'affaire Rosa Parks, alors. Oui, c'est ça. Enfin, c'est concomitant, ouais. Et ils avaient fait donc la grève des transports, et par des petits actes comme ça de désobéissance civique, ils ont réussi à. Tu sais, on dit souvent que voilà les petites gouttes font les grandes rivières, hein, c'est ça. Et les petits ruisseaux font les grandes rivières. C'est ça, voilà. Et ils ont réussi à justement à faire fléchir le système de transport américain qui faisait justement, au moins de cette ville de Selma, voilà, qui faisait de la ségrégation, parce qu'il y avait des places qui étaient réservées pour les noirs et des places justement qui étaient réservées pour les blancs, et les noirs se démerdaient quoi, en gros. Ça devait être le cas dans à peu près tout le sud des États-Unis, hein. Ouais, tout à fait. J'imagine, peut-être une. Et tu sais que, j'ai trouvé assez vite qu'on passait de ça justement de la non-violence, donc qui était plutôt représentée aux États-Unis, donc inspiré par les thèses de Gandhi, inspiré donc voilà Gandhi, et puis après donc c'était Martin Luther King, justement à la violence, des Black Panthers et de Malcolm X, exactement. Ah non, c'est vrai, c'est vrai que c'est. Et je trouvais que là en 2 minutes de temps, c'était super bien résumé, et voilà la façon dont à un moment les Noirs américains se sont dit, mais c'est pas justement par des petits actes comme ça de désobéissance qu'on va y arriver. Ils en avaient tous ras-le-bol, parce que en 64, je crois que c'est ça, il y a eu Lyndon Johnson avait signé la reconnaissance des droits des Noirs américains, mais rien n'avançait, donc c'est pour ça qu'il y a eu les Black Panthers qui sont arrivés. De toutes les façons, la radicalisation vient comme ça, quoi, quand les choses n'avancent pas, hein. Mais d'ailleurs, Watts, c'est quand? C'est 64, non? Alors Watts, c'est 64, ouais, effectivement. On peut peut-être en parler maintenant si tu veux, ouais, des événements de Watts, ouais, des émeutes de Watts. Gutted shells of buildings, flames raging out of control, and an atmosphere of apprehension still hover over the quieting Watts section of Los Angeles. Here for successive days and nights, mostly in the nights, the long hot summer had erupted into violence. Donc oui, bon, on peut effectivement s'arrêter pour parler un petit peu des émeutes de Watts. Émeutes de Watts, donc qui avait beaucoup impressionné l'opinion américaine. Donc Watts, c'est un quartier de Los Angeles, et en août 1965, il y a eu pendant 6 jours des émeutes qui ont fait 34 morts et 1100 blessés. Il y a eu beaucoup d'incendies, il y a eu, je sais plus, je crois que c'est 1 millier de bâtiments qui ont été littéralement rayés de la carte, quoi. Et tout ça avait commencé parce que justement 3 jeunes noirs américains avaient voulu faire reconnaître leurs droits, et il y a eu des violences policières qui ont répondu à ça, et tout ce quartier-là de Watts c'est vraiment enflammé au sens propre comme au sens figuré. Donc toute cette époque, il y avait quand même un climat politique très particulier aux États-Unis. Alors moi j'ai trouvé aussi, selon des certaines sources, alors selon l'historien Harvard Sitkoff, il y aurait aux États-Unis entre 65 et 68 300 émeutes impliquant au total 1 demi-million d'Afro-Américains, soit l'équivalent des effectifs des troupes US engagées à cette même période au Vietnam. Ça permet de mettre en perspective, et qui aurait fait en tout 8000 blessés. Donc c'est quand même pas rien, quoi. Alors voilà, bon,
Ça, c'est une info que j'ai retrouvée, hein. Je parlais avant de Planet of the Apes as an American Myth, d'Eric Green, donc ça, c'est une info que j'ai retrouvée là-dedans, hein. Et alors, bien évidemment, il s'agit là d'estimation. Donc c'est peut-être à prendre un peu avec des pincettes, hein. Je sais pas s'il faut prendre ces chiffres au pied de la lettre, mais ça donne quand même vraiment, comme je dis, une idée du climat, aux États-Unis à la fin des années 60 et des tensions ethniques qui existaient entre Américains d'origine européenne et Afro-Américains, quoi. Et en plus, il y a, enfin aussi on l'avait évoqué lorsqu'on avait évoqué Binis, mais il y avait aussi des manifestations pacifistes justement suite à la guerre du Vietnam, ce que t'évoquais à l'instant, quoi. Donc le climat effectivement en Amérique était vraiment très tendu, effectivement, racialement, aussi par rapport à la guerre du Vietnam, et le mandat donc de Lyndon Johnson à l'époque, si je dis pas de bêtises, c'était Johnson ou c'était déjà Nixon en 68 68 c'était peut-être Nixon, oui, puisqu'il démissionne en 73, 74 ou ça, oui, pour son deuxième mandat. Donc c'était Nixon, enfin Lyndon Johnson avant et Nixon, donc à cette période-là, période de la réalisation des films de la série Planète des singes, ont été pourris par le Vietnam, quoi. Il y a eu d'ailleurs une série documentaire justement dont je voulais te parler là tout à l'heure pendant qu'on était en train de faire les répètes en quelque sorte. Donc c'est The Vietnam War, c'est passé sur Arte. Je sais pas si t'as eu l'occasion toi de les voir, non, peut-être pas. Non, je les ai pas vus. Non, donc c'est une série documentaire. Alors attendez, je vais vous donner toutes les références comme ça vous allez pouvoir voir ça. C'est Ken Burns qui a fait ça. Il avait fait notamment The War. Je sais pas si t'avais vu ça aussi, qui était une série documentaire sur la Seconde Guerre mondiale, et aussi The Civil War, qui était une série documentaire sur la guerre de sécession, et qui permet de comprendre très bien les États-Unis à cette époque-là. Moi, je m'étais pas particulièrement enseigné sur le Vietnam, mais par contre j'ai vu pas mal de films sur le Vietnam, d'Apocalypse Now à Platoon, et plein d'autres entre deux, mais ça permet de remettre vachement en perspective tout ça, et les images qu'on voit dans ce film-là pour accrocher les wagons, quand tu vois les manifestations pacifistes qu'il y a pu avoir à cette époque-là au moment de la guerre du Vietnam, tu fais le décalque sur le film dont on est en train de parler, et c'est clairement la même chose. Donc les Américains étaient habitués à avoir ça aux infos, à avoir des images de guerre, des images violentes, mais aussi des images de manifestations, ce qu'on voit dans Conquest, quoi. Clairement. Alors là, chers auditeurs, on vous a quand même donné pas mal d'informations, on est revenu sur pas mal d'événements et tout ça de tête, donc il s'agirait peut-être de tout remettre un peu dans le contexte. Alors, on a parlé de Rosa Parks. Rosa Parks était une militante du Civil Rights Movement qui, en 1955, donc elle habitait à Montgomery en Alabama, et à cette époque-là, donc il y avait la ségrégation, notamment dans les transports en commun, donc elle était assise dans le bus dans la section réservée aux gens dits de couleur, et vu que la section pour les blancs était déjà pleine, on lui a demandé de céder sa place et de la laisser à un blanc, chose qu'elle a refusée. Ce qui a entraîné, alors c'était pas la première fois qu'il y avait, elle n'était pas la première à refuser ce genre de choses, mais voilà, c'est devenu un symbole parce que ça entraînait un boycott des transports en commun. Et ça fait vraiment partie des symboles de la lutte des Afro-Américains pour leurs droits aux États-Unis. On a parlé également de Selma. Alors Selma, en fait, ça se passe 10 ans après, en 1965, toujours en Alabama. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le Civil Rights Act, qui avait été voté en 1964, était pas exactement appliqué, et notamment pour les Afro-Américains, il était compliqué de s'inscrire sur les listes électorales. Et donc à Selma, il y a eu une marche organisée parce que voilà, en signe de protestation, et l'un des activistes non violents a été froidement abattu par un policier, ce qui a entraîné 3 marches pacifiques depuis Selma vers Montgomery, la capitale de l'Alabama. Alors pourquoi est-ce qu'il y en a eu 3 ? Parce que tout simplement les 2 premières ont été réprimées par la police. Il y a eu également à côté des actes de violence raciste, il y a des activistes des activistes afro-américains qui ont été battus, il y en a même eu qui ont été tués, et donc il a fallu l'intervention du président Johnson pour que la 3e marche soit protégée par la garde nationale d'Alabama, et pour que enfin les militants non violents puissent rejoindre la capitale comme ils avaient prévu de le faire.
Donc on a parlé, et donc ça c'était en mars 65. Donc on a parlé des émeutes de Watts, et les émeutes de Watts, elles ont eu lieu 6 mois, un peu plus de 6 mois plus tard. Elles ont eu lieu en août 65, et donc c'est suite à des violences policières que le quartier de Los Angeles, donc le quartier de Watts, s'est embrasé. Voilà, là je pense être revenu à peu près sur tous les éléments qu'on a donnés. Ah oui, aussi un truc, le président Johnson donc a été président de fin 63 à 69, alors là je vous dis ça de tête, je vérifie, oui c'est ça, hein, novembre 63, janvier 69, et donc c'est Nixon qui lui a succédé de janvier 69 à août 74. Même si Paul Dern et Jack Lee Thompson sont britanniques, ils avaient clairement en tête de faire un film avec un message politique fort, faisant un parallèle avec les luttes des Afro-Américains, et donc plus particulièrement les émeutes de Chicago et de Watts, qui les avaient marqués. En fait, Jack Lee Thompson avait vu ça à la télé, et ça l'avait vraiment marqué, et donc... Effectivement, on peut même faire... Mais je me demande s'il n'y a pas un bonus où ils font ça, où t'as un écran splitté, et tu vois d'un côté Conquest et de l'autre côté les images d'archives des émeutes de Watts, et t'as vraiment l'impression de voir la même chose. Oui, quoi. On est d'accord, tout à fait. D'ailleurs, en plus de ça, rappelons le chef de la police de Los Angeles aurait comparé les émeutiers de Watts à des singes d'un zoo jetant des pierres. Enculé, pardon, désolé, ça m'a échappé. C'est horrible. Donc, voilà, pour dire à quel point on est dedans. De toute façon, le racisme est au cœur de ce film. Regarde, ouais, bien sûr. La première apparition de McDonald, quand on le voit et qui essaie de calmer le jeu lorsqu'un singe se fait matraquer, un policier demande en le désignant qui c'est celui-là, et l'autre policier lui répond le bras droit du gouverneur, et du coup l'autre lui dit c'est un amoureux des singes. À ton avis. Who the hell's that? Take it easy. That's McDonald, the governor's #1 assistant. What's the matter with him? He love apes or something? Don't it figure? Tu vois, à ton avis, on comprend bien. Ouais, c'est un noir. Alors, il est proche des singes. Et bon voilà, on est dans ce climat-là. Et c'est vrai que tu parlais, pour rester sur McDonald, et tu parlais de Malcolm X. Lorsque le premier dialogue entre César et McDonald, César en fait explique à McDonald que les singes ne gagneront leur liberté que s'ils prennent le pouvoir, et il dit à McDonald que lui plus que quiconque doit pouvoir comprendre cela. Donc là on est dans une référence directe au Black Power. J'aimerais tant trouver un moyen de communiquer avec toi pour te faire comprendre que je comprends. Monsieur McDonald. Ah oui, c'est moi. C'est moi qui le recherche. Je ne croyais pas que c'était vrai. Je croyais que tu étais un mythe. Non, je ne suis pas un mythe. Mais il y a une chose qui est un mythe. C'est l'idée que les êtres humains sont bons. Non, César. Certains d'entre eux sont bons. Non, quelques-uns peut-être, mais pas beaucoup. Et ils ne nous laisseront être bons que si nous les forçons. Mais il faut que nous soyons libres pour y arriver. Et comment comptez-vous retrouver votre liberté? Par le seul moyen qui nous reste. La révolte. Mais vous savez bien qu'elle est vouée à l'échec. Peut-être. Cette fois-ci. Et la prochaine? Peut-être. Mais vous recommencerez. Vous plus que tout autre, vous devez nous comprendre. Nous ne serons libres que lorsque nous aurons le pouvoir. Il n'y a pas d'autre moyen de l'acquérir. Et il y a justement dans les bonus que tu évoquais, à un moment aussi, un jeune noir qui se fait embarquer par la police. Donc ça, c'est des images d'archives. Un jeune noir qui se fait embarquer par un flic assez violemment. Et ce qu'il lui dit, we want power, we want power. Il lui répète plusieurs fois. Donc tu vois, enfin ça, c'est pas sorti non plus de nulle part. Cette phrase-là qu'il y a dans le film. Attention, on nous signale des singes non accompagnés sur la place sud. Veuillez vérifier. Et sur les émeutes de Watts, pour en revenir là-dessus, il y a eu donc les émeutes de Watts ont lieu en 1964 et en 1965 et 7 ans après, en 1972, il y a eu un concert qui s'appelle Wattstax, qui était alors selon les organisateurs, ils voulaient faire un concert pacifiste, justement
dans la ville de Watts, lieu des théâtres des émeutes dont on a parlé, et c'était donc la marque, le label musical Stax. Donc nous qui aimons tous les deux, qui sommes tous les deux passionnés de musique, aussi en plus de l'aide de cinéma et de la planète des singes, donc Stax, la fameux label de rhythm and blues américain, avait organisé ce concert-là. Et donc c'était un concert dans lequel Isaac Hayes était venu. Il y avait donc énormément de stars de l'époque du R&B, de ce label, et du R&B, donc le vrai, encore une fois, du R&B américain, était venu à ce concert. Et il y a un film qui est sorti en 73 justement sur ce film, qu'Arte avait diffusé il y a peut-être 5-6 ans et qui était assez passionnant.